Bourvil, l'un des acteurs les plus populaires et les plus aimés du cinéma français. Le meilleur des hommes que j'ai connus de toute ma vie, dira de lui Gérard Houry, son ami et réalisateur du Cornio et de la Grande Vadrouille. Né le 27 juillet 1917, comme l'indique le registre, naissance d'André Robert Rimbourg, dont le nom de scène sera celui de sa commune, Bourvil, avec 2 L. Il n'est pas né à Bourvil, il est né dans un village qui s'appelle Proto-Vicmar, qui était le village dans lequel vivaient sa mère et son père. Son père est mort de la grippe espagnole en décembre 1918, quand mon père avait 1 an et demi, puisqu'il était né en juillet 1917. Il n'a donc pas connu son père. Ma grand-mère, la mère de mon père, pardon, s'est remariée. Elle s'est remariée avec un homme qui s'appelait, parce que maintenant il est décédé, qui s'appelait Joseph Ménard. C'est-à-dire le nom aussi qu'il a pris pour être le personnage qu'il incarnait dans les premiers films où il jouait ce paysan un peu benet. Et il est venu s'installer à Bourvil. Il a donc passé toute son enfance. Et je crois qu'il y a 2 hommes qui l'ont marqué. D'une part, le beau-père, qui a été un homme avec lui d'une correction exemplaire. C'est-à-dire qu'il a toujours traité ses beaux-enfants de la même façon que ses propres enfants. Et il l'a laissé faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que mon père, contrairement à la tradition, n'a pas repris la ferme. Il ne voulait pas travailler la terre. Il ne voulait pas reprendre la ferme. Il ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire, et l'autre homme qui était important, c'est l'instituteur, qui l'avait repéré et qui avait dit « il faut suivre des études, parce que tu es doué, et donc tu peux suivre des études ». Près d'1 siècle plus tard, à Bourvil, la ferme familiale a traversé le temps. On imagine aisément le jeune André se rendant à l'école à pied depuis la ferme en passant par les champs. C'est le pays de Caux, c'est-à-dire un pays crayeux. C'est un grand plateau qui est traversé, qui est troué par des rivières, donc qui se jettent dans la mer, dans les vallées qu'elles ont creusées entre les falaises. C'est un très beau pays. Un pays un peu rude parce qu'il pleut pas mal, et en hiver il y a du brouillard, mais quand il fait beau en été, c'est absolument magnifique parce que c'est une nature verdoyante. C'est un pays de tradition sur lequel règne une église catholique un peu omniprésente qui régit les mœurs de façon extrêmement étroite. Donc, mon père se construira aussi un peu en opposition avec cette rigidité des mœurs, cette fermeture d'esprit. Donc nous sommes ici au centre du village de Bourvil, de Zelleux, village d'enfance du jeune André Rimbourg, devant son école où il est venu à l'âge de 6 ans jusqu'à ses 13 ans avant de partir à Doudeville, au collège de Doudeville pour devenir instituteur. Et c'est ici que donc André a passé toute son enfance, sa jeunesse, à arpenter les sentiers environnants, les chemins, fait les 400 coups, découvert la musique auprès de son instituteur, Monsieur Lemonnier. Monsieur le maître d'école, il n'y a pas à dire ces moments-là. On y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles, malgré le temps qui s'en va. Monsieur Lemonnier possédait un poste de TSF à l'époque, c'était quelque chose d'assez rare. Et c'est auprès de son instituteur que le jeune André a commencé à répéter les morceaux qu'il entendait sur ce fameux poste de radio de l'époque. Il n'a pas supporté l'internat. Donc, à la fois l'instituteur l'a poussé, le beau-père a permis qu'il revienne, qu'il quitte l'internat, qu'il entame une formation d'ouvrier boulanger, ce qui était un peu hors la tradition. Et il a laissé libre cours à son goût pour la musique, parce que d'ores et déjà, il était dans la fanfare municipale, il a appris la musique là, et puis il était donc très attaché à cet endroit où il a vécu heureux, jeune, et à cet endroit qui lui a permis de prendre son envol.
C'était à partir de là qu'il a pu partir, grâce à l'aide, je pense, de ces deux hommes. Alors ensuite, il renonce au sursis, c'est-à-dire en fait il s'engage, c'était pas un sursis, il s'engage pour pouvoir choisir son arme. Et son arme est une très belle arme, c'est la musique. Donc il rentre dans la musique militaire. Il vient à Paris, il côtoie à ce moment-là des artistes, des musiciens de qualité qui eux étaient dans la musique militaire. Il se lance dans une activité que sont les radiocrochets, il gagne certains radiocrochets, la guerre éclate. Au moment de l'offensive de mai 1940, il est hospitalisé. Il est hospitalisé quelques jours avant l'offensive. Il est rapatrié sur Paris parce qu'il est malade et il est hospitalisé. L'offensive éclate et vient la débâcle. Il se réfugie dans les Pyrénées et il va rencontrer là un homme très important dans son existence qui est Étienne Lorin. Étienne Lorin est un imprimeur de profession mais qui aime la musique, comme mon père. Et les deux hommes vont sympathiser. Et cette sympathie, cette amitié, elle va durer la vie durant de ces deux hommes. Une vie assez courte pour mon père et pas très longue non plus pour Étienne Lorin. Et Étienne Lorin est le complice de toujours. Et Étienne Lorin va écrire des musiques sur lesquelles mon père va mettre des paroles. Ce sont les deux hommes qui composent ce qui va faire leur succès, Les Crayons, qui va exploser à la radio de l'époque. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Le cinéma lui ouvre alors ses portes. Il va y jouer à la perfection les rôles d'idiot et aura du mal à se défaire de cette image. Le premier film un peu d'importance, c'est Pas si bête. Il a été contacté par le metteur en scène de l'époque qui, sauf erreur de ma part, s'appelait Léon Berthommieux, qui lui a fait incarner 4 films, toujours sauf erreur de ma part, dans lequel il a ce rôle de paysan un peu benêt, mais qui finalement va être introduit dans des sociétés différentes de son milieu d'origine, et va pas en profiter, mais va se révéler beaucoup plus malin qu'il n'est. Dans ses premiers spectacles, Bourvil imitait Fernandel. Il vouait une telle admiration pour lui qu'il a même calqué son pseudonyme sur le nom de Fernandel. Avant de s'appeler Bourvil, il s'appelait Andrel. Fernandel, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même histoire. Il y a le même parcours, il y a la même fantaisie dans les chansons, la même fantaisie dans les premiers rôles, et puis il y a aussi cette capacité à renverser la situation et à faire de celui qui était l'objet de moquerie quelqu'un de grand. Au début des années 50, le personnage du paysan benêt était un peu épuisé. Et mon père a connu à ce moment-là un petit passage à vide. Et il a trouvé 2 façons de se renouveler. La première de ces façons, c'est une façon qui vous intéresse moins, mais il a trouvé une opérette qui s'appelait La Route fleurie, qui a été un succès phénoménal à partir des années 54-55. Et puis, il a eu la chance aussi, mais il a réussi à faire ce film qui est un film dramatique. Alors, il y avait eu des films dramatiques avant. Il y a toute une série au début des années 50, mais qui ont moins de succès. Les films Seul dans la ville ou des choses de ce type-là sont des films antérieurs. C'est toujours un peu dérivé du paysan qui, d'un seul coup, se renverse, même quand il devient le musicien, qui est le musicien d'une star qui l'emmène avec lui, parce que c'est d'une très belle femme qui l'emmène avec lui et puis qui va l'abandonner très vite. La traversée de Paris de Claude Autant-Lara va changer définitivement le statut de l'acteur en l'imposant dans un rôle dramatique aux côtés de Jean Gabin. Marcel Aimé, qui était l'auteur de la nouvelle, ne voulait absolument pas qu'André Bourvil vienne jouer ce rôle. Il disait que c'était un comique lourd, qu'il allait tirer le tout vers la grosse farce et que toute la finesse de l'œuvre allait se dissiper. Pourvu que tout le monde veuille bien de moi. Et il était allé trouver Gabin et il lui avait dit, voilà, pour la traversée de Paris, nous avons pensé à Bourvil. Et Gabin a répondu tout de suite, ben, si j'ai Bourvil pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil, ça. Hein? Et comme je n'étais pas là ce jour-là pour lui dire merci, je le fais aujourd'hui. C'est un tournant formidable dans sa carrière.
Bourvil remporte pour ce rôle la Coupe Volpi, c'est-à-dire le prix d'interprétation dans l'un des plus prestigieux festivals européens de cinéma, Venise. Marcel Aimé revient alors sur ses paroles. C'est l'acteur qui, ne l'oublions jamais, a tenu tête à Jean Gabin. Dans La Traversée de Paris, ce que fait Bourvil mérite un Oscar. Rappelons-nous que Sacha Guitry considérait André Bourvil comme le plus grand acteur français. Quand j'ai joué La Traversée de Paris ici, au Théâtre des Bouffes Parisiens, et où j'interprétais tous les rôles de la nouvelle de Marcel Aimé, chef-d'œuvre, j'ai regardé Bourvil, évidemment, dans La Traversée de Paris. Interpréter Bourvil, c'est comme interpréter du Offenbach, c'est-à-dire que tu es un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dois être dans le texte complètement naïf. C'est très important, la naïveté chez Bourvil. C'est-à-dire que tu dis quelque chose et tu t'aperçois après de ce que tu as dit. Donc c'est très difficile comme acteur, parce que tu dois lancer le texte, la réplique, et après, dans ton regard, on doit se dire « Qu'est-ce que je viens de dire ?» Et il y a ça chez Bourvil. C'est-à-dire qu'il n'est pas autoritaire sur ce qu'il fait, il est surpris par ce qu'il fait. Donc d'un côté, il y a ce travail, qui est un travail mais de précision et de virtuosité. N'oublions pas, c'était un chanteur, c'était un technicien et un virtuose. C'est pas du n'importe quoi, comme je te pousse. C'est pas du tout ça, Bourvil. C'est vraiment un Stradivarius. Et puis il y avait une deuxième chose aussi, à part cette naïveté, cette surprise continuelle de faire ce qu'il fait, il y avait une deuxième chose qui était la tendresse humaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, pas sur lui, c'est ça sa qualité extraordinaire, mais sur les autres, il était ému. Donc j'étais obligé moi-même d'être ému des autres personnages que j'interprétais. Et quand je revenais au personnage que jouait Bourvil, il fallait que je sois dans l'émotion de ce que venait de faire l'autre. Donc, c'est un travail qui demandait une précision et me demandait à moi d'être précis, alors que je me laisse à chaque fois emporter par l'émotion. C'était vraiment très, très spécial pour moi. Mais ça a été une discipline qui m'a énormément servi pour la suite. J'admire Bourvil parce qu'il ne s'admirait pas. Bourvil alterne rôle comique et rôle dramatique avec à chaque fois un talent et une finesse de jeu remarquables. Le miroir à deux faces, Le chemin des écoliers, Fortuna, entre autres. Dans la première partie du film, assez cocasse. Oui. Oui. Et dans la deuxième partie, vous l'êtes moins. Moi, oui, il y a des moments plus émouvants. C'est un très beau rôle. C'est donc un dosage parfait pour un comédien, une grande satisfaction pour vous. Ah oui, à mon avis, c'est un de mes plus beaux rôles. Si le succès du film est à l'échelle de l'amour que j'ai pour ce personnage, ce sera colossal. Un boom. Ce sera un boom. Bourvil a amené dans le cinéma français l'homme de la rue. Ce que James Stewart ou Jack Lemmon aux États-Unis ont amené. Il va chercher chez tout le monde ce qui est humainement bien. Et ça, c'est une force extraordinaire. Il le fait dans Thénardier, et il est dans Les Misérables. Mais il dit en même temps, cet homme-là, il est rendu méchant par les circonstances. Et donc, en exhalant sa méchanceté, il l'excuse en même temps. Quel que soit son rang social, si l'on est un homme droit, on est l'égal des grands. Et ce message-là, ça va être le message qui va irriguer tout ce qu'il va faire, dans le comique comme dans le tragique. La notoriété grandissante de Bourvil, son appétit de rôle aux antipodes les uns des autres, vont le conduire à prendre des risques en tournant 4 films avec l'iconoclaste Jean-Pierre Mocky. Parce qu'au début de ma carrière, je n'aimais pas Bourvil. C'est-à-dire, je trouvais qu'il faisait des conneries, qu'il faisait des rôles de paysans idiots, qui recevaient des coups de pied au cul. C'était en fait un clown pour moi, un clown comme il y en a au cirque. Si on relit les textes de ses chansons du début, il y a une fantaisie, une folie qui fait qu'il pouvait parfaitement rencontrer Mocky. Et la folie de Mocky, la folie entre guillemets, la folie géniale de Jean-Pierre Mocky lui plaisait bien. Et de son côté, il va apporter quelque chose à Mocky. Il est un personnage, il est un des rares personnages lumineux dans les films de Mocky. Ma spécialité, c'est de changer les gens.
C'est-à-dire, au lieu de prendre un acteur et de lui faire ce qu'il a l'habitude de faire, je lui fais faire le contraire. Si j'ai un gangster, je lui fais faire un policier. Si j'ai un policier, je lui fais faire un gangster. C'était une aventure parce que Mocky n'avait pas les financements. Mon père a accepté de travailler sans être payé et de s'être rémunéré ensuite en participation. D'où la connivence entre les deux hommes, parce qu'ils avaient passé une espèce d'accord qui dépassait, qui financièrement, c'était assez risqué, quoi. Enfin, en tout cas, mon père risquait de travailler sans être payé du tout. Et Mocky risquait de boire le bouillon, quoi. Parce qu'en plus, le risque, il était sans doute partagé. Mocky, il avait une image qui était une image un peu sulfureuse, et il faisait venir un acteur qui était un peu en contradiction avec l'image sulfureuse qu'il avait lui-même. Donc les deux hommes prenaient un risque important d'image dans le développement de leur propre carrière. Et j'ai décidé donc d'en faire un garçon dans la place des Vosges, ce qui est un quartier huppé. J'en ai fait une espèce de noble dans le paroissien. Après, j'en ai fait un professeur de latin quand même, avec une petite barbiche dans la grande lessive. Ensuite, j'en ai fait un vétérinaire chauve dans les Talons. Et enfin, un policier habillé à l'anglaise un peu, dans la cité de l'indicible peur, où il fait un policier. Mais un policier d'un type un peu Sherlock Holmes, un peu distingué, un peu, voilà. Alors, avec ces 4 rôles-là, je l'ai complètement changé. Je prépare un drôle de paroissien. Le rôle principal, c'était un noble de la place des Vosges et qui n'avait pas d'argent et qui décidait un jour de voler dans les troncs d'église. Alors, pour ce rôle-là, j'avais pensé à Fernandel. Fernandel, qui était à l'époque grande vedette, mais il avait fait Don Camillo, il avait fait déjà des prêtres, et il a refusé de le faire. Et à ce moment-là, on me dit, autour de moi, on me dit, pourquoi tu n'essaierais pas, il y a un comique qui passe chez Carrère, c'était un cabaret des Champs-Élysées, c'est un monsieur, il est rigolo, il s'appelle Bourvil, il a tourné quelques films, mais pas des films extraordinaires, où il faisait un paysan et tout ça. Il a tourné Le Rosier de Madame Husson, aussi un puceau, mais il fait toujours des rôles bébêtes un peu. Alors je dis, bon, je vais aller voir ce que ça donne, et un jour, je vais chez Bourvil, je sonne, je lui amène le scénario d'un drôle de paroissien à midi précise, midi, je me rappelle, il était midi. À 1h de l'après-midi, je reçois un coup de téléphone, c'est-à-dire 1 heure après, je reçois un coup de téléphone chez moi, j'étais rentré chez moi, et Bourvil me dit, je fais le film. Tous les autres personnages sont des personnages qui sont quand même très stéréotypés. Et lui, il apporte une lumière. Ce personnage malhonnête qui vole dans les troncs, il a la lumière de la foi. Et ça, il apporte ça, Mocky. Et la scène, il y a quand même cette scène formidable où il meurt de faim, mais il ne peut pas travailler parce que c'est contraire aux valeurs de son milieu. Et que son père lui répète à l'envi que c'est un milieu dans lequel on ne travaille pas. Et la scène formidable où il va prier et il s'adresse à Dieu et il entend comme un signal divin le son de la pièce qui tombe dans le tronc et qu'il dit « Merci mon Dieu ». Mais c'est formidable comme scène. C'est-à-dire qu'il donne à ce voleur une dimension mystique qui tire le film vers le haut. Il y a une morale, il obéit à une morale. Que ce film, qui était finalement un film qu'on aurait pu considérer comme un film anticlérical, étant donné qu'on pillait dans les églises des troncs, a finalement eu le prix de l'Office catholique, a été reconnu par tout le clergé comme quelque chose de salubre. Le drôle de paroissien a été le film de ma carrière, j'en ai fait 77, qui a fait 50 millions de spectateurs en 50 ans.
la rencontre en 1963 avec Fernandel dans la cuisine au beurre ne sera pas le feu d'artifice annoncé. C'est avec Louis de Funès que la magie va opérer. À l'époque, il était d'ailleurs une beaucoup plus grande star que de Funès, qui commençait son ascension fulgurante, mais qui a commencé seulement, alors que Bourvil était vraiment l'élément phare du film au départ, pour le montage du film. C'était quelqu'un qui comptait énormément, on dirait aujourd'hui bankable. Et donc il avait demandé que le tournage se passe à la fin du mois d'août, parce qu'il voulait garder ce moment sacré pour sa famille. C'était ce que mon père a respecté complètement, et bien qu'il aurait aimé tourner plus tôt et qu'il n'y ait pas de risque de mauvais temps, ils se sont finalement chopés toutes les inondations dans la plaine du Pô. Enfin, le tournage du Cornio a été très rock'n'roll, mais la manière dont ça se passait, c'est qu'il fallait que Bourvil accepte de Funès, et non pas que de Funès accepte Bourvil. C'était l'équilibre de l'époque. Et Bourvil a tout de suite accepté, il a beaucoup aimé le scénario. Ils avaient été aussi liés parce qu'ils avaient, pendant des années, ils avaient partagé le même agent, Bourvil et mon père, qui était l'agent Strive, qui était un couple d'agents importants à l'époque. Et souvent, ces choses-là aussi facilitent les... Cornio a un accident, non pas un incident, mais un véritable accident, qui est que le fils d'un premier assistant, enfin de quelqu'un de l'équipe, a déconné et est parti avec cette fameuse Jaguar verte, qui était donc l'élément de décor qui entourait pratiquement pendant tout le film, qui entourait de Funès. Et donc le plan de travail a été révolutionné, et il a fallu réparer cette voiture, il n'y en avait qu'une, et la repeindre avec ce fameux vert que mon père avait choisi minutieusement. Et donc mon père, pendant 10 jours, 15 jours, sans cette voiture, n'a pas pu tourner avec de Funès. Donc il a chamboulé le plan de travail, et au lieu de finalement filmer un jour l'un, un jour l'autre, enfin comme c'était prévu au départ, il a tout tourné sur Bourvil. Et puis il est sorti de son hôtel un jour, a rencontré le couple de Louis et de Jeanne dans la rue. Où vas-tu ? Je vais au Rush, donc, puisque les Rush étaient envoyés de Paris à Naples, où ils étaient en train de tourner. Ils sont assis dans cette petite salle de projection, et ils ont vu 3 heures de Bourvil. Ils sont ressortis de là, blancs comme un linge, les deux d'ailleurs. Le soir, de Funès a demandé à mon père de venir le voir dans sa chambre. Il avait pris le scénario, et il avait souligné au stabilo tous les passages du film où il était présent, et tous les passages surtout où il était absent. Il lui a dit que qu'il était furieux, et qu'il avait du chagrin. Enfin bref, ça s'est bien passé parce que mon père l'a écouté. Et grâce à ça, donc, mon père est rentré dans sa chambre le soir et a écrit la fameuse scène de la douche, qui est un moment absolument hilarant du film. Et donc ça a été en fait un apport pour le film. Sorti tout droit des Tontons Flingueurs, Venantino Venantini a bercé nos soirées de cinéma avec sa gueule de porte-flingue. Il traverse le Cornio dans son rôle désormais mythique de gangster. Parce que les soirs, après chaque prise de vue de tournage, la femme à Bourvil venait me voir, et en cachette me disait: Venantino, est-ce que mon Bourvil a bien joué aujourd'hui? Je dis: madame, aujourd'hui, formidable. Très peu de craques, de prise de vue, c'est à courir comme de l'huile d'olive. Très bien, très facile. Ah bon, c'est bien, très bien. Alors plus tard, plus tard, la femme à Funès, et regardait autour d'elle et s'approchait de moi et me disait: Venantino, est-ce que mon Louis, il a bien joué aujourd'hui? Il y a une différence énorme. Tous les deux sont très, très drôles. Seulement, chez Bourvil, c'est plus fin, c'est plus raffiné, si tu veux. C'est plus dans les nuages. Il y a un côté naïf dans sa manière drôle. C'est pas agressif comme Funès. C'était toujours, il fallait qu'il bouge. Il y a rien. Comme il était petit, comme tous les petits, c'était toujours très bougeant et même méchant. C'est vrai, très drôle. Lui, c'était vraiment un grand mime dans ce sens-là. C'est-à-dire que Bourvil, c'était plus naïf, comme un enfant, un grand enfant, un bébé âgé, tu comprends? Donc il y avait un côté naïf et gentil et doux de sa manière, très, très sincère. Il ne pouvait pas mentir, il n'était pas le type à mentir. Il était
il était comme il était, déjà avec son nez tordu, tout ça, sa tranche bizarre. C'était très bien en contraposition avec Funès, et qui était tout à fait le contraire. Avec Funès, tu rigoles tout de suite. Tata, c'est vraiment comme un chaos. Avec Bourvil, c'est un chaos retardé, si tu veux. Tu as compris ce que je veux dire? Oh, c'est bien ce que je dis là. Ton antagoniste, tu comprends, c'est comme une lutte, c'est comme une guerre. Quand je te dis la boxe, tu vois, c'est ça, c'était une compétition entre les deux. Et ça les excitait, formidable. L'autre, formidable. C'était, je crois, c'était une grande couple, les deux. Sont des géantes. Sono due giganti del cinema. Le Cornio est un triomphe. Plus de 11 millions de spectateurs en France. Au-delà du talent de ses interprètes, comment expliquer un tel engouement ? Bon, les succès sont toujours imprévus, mais enfin, ils sont à la fois prévus et imprévus. Et donc, fort de cette aventure du Cornio, le duo s'est reformé avec un immense plaisir et sans non plus la moindre hésitation. On ne regarde pas la dépense, regardez. Hein? Si on fait pareil avec ça, ben, on n'a plus qu'à se faire démaquiller. Bourvil et Louis de Funès n'auront pas à ôter leur fond de teint. Après le Cornio, qui sut battre plus d'un record de recettes, voici nos deux héros une nouvelle fois réunis. Il s'agit de La Grande Vadrouille. Quand il a attaqué La Grande Vadrouille, moi je vivais à l'époque aux États-Unis, je pense que c'était aussi un moyen de me récupérer un peu et que je vienne plus souvent en France. Tout ça a été mélangé avec l'histoire familiale et l'histoire professionnelle, et donc il m'a fait engager, il m'a imposé. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Après le Cornio, tout le monde était d'accord avec tout ce qu'il voulait. Donc il a dit, je vais engager ma fille comme co-scénariste. Donc j'ai eu mon premier contrat avec La Grande Vadrouille et mon premier travail, alors vraiment à part entière. C'est un magnifique souvenir. J'ai travaillé pendant des mois sur le film avec lui, puisque moi je voyais beaucoup les rushs. Donc quand on voit les rushs, on voit bien ce qui se passe au fur et à mesure des prises et comment les choses évoluent et comment, suivant les directions du metteur en scène, il était très à l'écoute, je le sais, de mon père. Comme souvent d'ailleurs chez les acteurs comiques, là je crois que mon père était très, très vigilant sur les tics. Parce que souvent les acteurs, que ce soit d'ailleurs ou Bourvil ou de Funès, il y a des choses qui marchent, alors on a tendance à se remettre un peu les pieds dans les pantoufles. Mais je sais que mon père était très attentif, et pour l'un et pour l'autre, de ne pas les laisser trop rentrer dans leurs habitudes et de les faire jouer le personnage qui était écrit. Et donc il y est très très bien arrivé, parce que ils sont à la fois très eux-mêmes dans les films, mais enfin ils sont totalement crédibles dans ces personnages très 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 écrits, à la fois par rapport à eux, mais par rapport aussi à qui sont ces hommes, qui est Stanislas Lefort, un grand chef d'orchestre. C'était tout ce qu'il y a de plus étonnant pour De Funès. Le peintre en bâtiment et l'homme simple qui tombe amoureux de la petite fille du Guignol était très écrit pour Bourvil aussi. Mais voilà, il fallait aussi que là-dedans, il y ait une certaine rigueur. Il y a un homme tyrannique et un homme soumis. Et le soumis va faire éclater ça, le tyrannique va s'humaniser, et les deux hommes vont fraterniser. L'histoire, elle est là. Et ça se termine de la même façon. C'est-à-dire que dans le Cornio, ils sont pris d'un fou rire extraordinaire sur l'arrière de la voiture, et dans La Grande Vadrouille, ils rient comme des fous dans le planeur qui les emmène vers la liberté. C'est le metteur en scène qui est responsable de cette cohésion entre les deux et de cette harmonie entre les deux. Je sais que c'était difficile, parce que je sais qu'il l'a beaucoup raconté d'ailleurs. Je sais que Bourvil était quelqu'un qui était tout de suite formidable, et qui bien sûr au fil des prises finissait par se fatiguer un petit peu, alors que l'autre c'était le contraire. De Funès, plus les prises continuaient, et plus il prenait une espèce de vitesse et de frénésie. Alors ça, c'est vrai que c'était un problème pour mon père, je le sais.
Mais bon, il s'en est accommodé, Bourvil et De Funès eux-mêmes s'en sont accommodés. Il y a une telle envie de bien faire chez les comédiens sur un plateau. Alors c'est à la fois très fragile et en même temps on s'étudie, il y a une générosité qui doit exister entre les comédiens et qui doivent être là pour l'autre quand la prise est sur l'autre, qui doivent donner autant quand ils sont hors champ que quand ils sont face à la caméra. Je pense que les deux hommes se sont formidablement entendus. Et Ourry était un perfectionniste, et mon père était un perfectionniste aussi. De Funès était un perfectionniste aussi. Rien n'est laissé au hasard. Ça doit tomber, les effets comiques doivent tomber juste là où ils sont prévus. Et c'est un métier très difficile que de faire rire. Et les trois hommes avaient cette même passion de la perfection. À chaque fois que Bourvil était en couple, c'est lui qui prenait le dessous, pas le dessus. C'est lui qui comprenait qu'il fallait ne pas jouer. C'est lui qui comprenait qu'il fallait renvoyer la balle, laisser l'autre, la star, le beau, le drôle, la sublime. Voilà, faire du cinéma. La Grande Vadrouille bat le record historique du Cornio avec plus de 17 millions de spectateurs. De quoi envisager pour Bourvil une carrière aux États-Unis. Il aurait voulu essayer de faire une carrière aux États-Unis. C'était ça un peu son ambition. Donc il parlait bien anglais et il aurait pu partir faire une carrière aux États-Unis. C'est aussi pour ça qu'il avait été joué ce petit rôle dans Le Jour le plus long de Daryl Zanuck, où il joue le rôle du maire de Sainte-Mère-l'Église. Bourvil donne ainsi la réplique à William Holden dans L'Arbre de Noël et à David Niven dans Le Cerveau, le nouveau film de Gérard Oury. C'était aussi l'envie de mon père de travailler avec Jean-Paul qu'il adorait, et de construire encore ce duo avec deux mentalités, deux dynamiques totalement différentes l'une de l'autre, qui était quelque chose qu'il adorait, et donc il leur a offert à tous les deux ces rôles très beaux. Il y a eu cette petite alerte de rien du tout, qui est qu'il y avait cette fameuse scène où Bourvil devait attraper un train en marche avec Belmondo, et où il a eu très mal au dos à la suite de cette espèce de course effrénée, parce qu'il le faisait lui-même. Et c'était quelqu'un de très robuste, Bourvil. Il était costaud, c'était un mec, quand on le voyait torse nu, il était balèze. Hein. Et donc, ce mal au dos a été un petit peu surprenant pour tout le monde. Et donc, on est en 68, et en fait, c'était le début de la maladie. Le verdict va tomber. On parle de cancer. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. 1 an, tout au plus. L'acteur Bourvil, lui, continue à travailler. Les compagnies d'assurance ne voulaient plus assurer un acteur malade parce que le risque était trop grand. Donc il a fallu tourner sans... Il y a des gens qui ont accepté de tourner, de prendre le risque de travailler avec lui, en courant le risque que le film s'arrête parce qu'il était trop malade. Mais ça le tenait aussi, et lui, il faisait face. Et même très malade, il a réussi à finir tout ce qu'il avait entrepris. Et nous étions donc en plein travail sur La Folie des Grandeurs quand il a su que Bourvil était très malade. Il a décidé, avec Alain Poiret d'ailleurs, le producteur du film, de continuer, de travailler pour Bourvil, de ne jamais lui donner la sensation que le film était fragilisé par sa fragilité personnelle. Et donc nous avons travaillé sur le film, et avec vraiment en plus un gros travail sur le personnage de Ruy Blas. Moi j'ai assisté à la venue de Oury. J'étais jeune et je ne me mêlais pas toujours des affaires de mes parents. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, Oury est venu chez mes parents. Et est-ce qu'il a dîné, est-ce qu'il n'a pas dîné? Toujours est-il qu'il a passé la soirée dans le salon à expliquer à mon père ce qu'allait être La Folie des Grandeurs. Et Oury était un acteur à la base. Et quand un scénario raconté par Oury à une seule voix, déjà ça c'était formidable. Il avait un enthousiasme, il avait une faculté à expliquer la façon dont les personnages allaient s'entrechoquer, ce qu'il allait faire. J'en ai gardé, encore aujourd'hui, c'est très vieux, hein, j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Mais tout ce travail, on le faisait en ayant absolument
Le but étant de faire comme si, et puis d'y croire. Et on y croyait en se disant que peut-être qu'il allait aller mieux. Et voilà. Et tout au long de sa maladie, mon père l'a vu, mon père est allé le voir. Et se rendait malheureusement compte du changement qui était en train de s'opérer. Il était très jeune et c'est tombé sur quelqu'un qui était vraiment, comme je le disais, plutôt tellement joyeux, tellement amoureux de la vie. Enfin, c'était pas pour lui cette maladie si jeune, vraiment pas. Quand il tourne son avant-dernier film, Le Cercle Rouge, le cancer est déjà en train de le ronger. Il a un visage défiguré par la souffrance. Il est tellement fier de tourner dans ce film. Il est magnifique dans ce film. Il arrive à peine à bouger comme un squelette avec son revolver. Mais même là, même dans ces conditions-là, c'est lui. Il est dans un monde corrompu, et il est l'homme juste dans un monde corrompu. Alors, il n'y a pas ce renversement. Il va rester jusqu'au bout face à ce monde corrompu. Il est celui qui croit plutôt à l'honnêteté des hommes. Il y a cette confrontation avec le directeur de la police qui lui dit tous les hommes sont comme ça. Et lui n'acquiesce pas vraiment. J'ai été photographe sur le film Le Cercle Rouge. Je suis d'abord allé sur le tournage parce que je travaillais à l'Express à l'époque. Et il y avait notamment une scène où Bourvil serrait la main de François Perrier. Cette scène se déroulait au studio de Boulogne. Ils avaient reconstitué la façade de l'Express. J'étais très très intimidé parce qu'il régnait une discipline sur le plateau infernal. Melville tournait très calmement dans un silence total, avec la lumière très tranchée, là, que c'était magnifique. Moi, j'étais très intimidé. À un moment, Melville vient vers moi et me dit « Je désirais que vous fassiez une photo des acteurs avec moi. » Et moi, j'étais débutant à l'époque, hein. Pas vraiment, mais presque, hein. Et là, j'étais intimidé. Puis ce mec avec son chapeau de cow-boy, ses Ray-Ban et tout ça, qui me fait « Oui, monsieur Perlstein, je voudrais que vous me fassiez quelques photos de... » Et là, j'ai eu une trouille monstrueuse. J'avais mon blouson de Tintin, je transpirais comme un malade. Et là, je ne savais pas comment faire parce il appelle comme ça « Monsieur Bourvil, s'il vous plaît, Monsieur Montand, Monsieur Delon, vous êtes à la disposition de monsieur Perlstein pour faire une photo. » Terreur. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a un de ces machinistes avec pantalon à bretelles, casquette, un pousseur de travelling, Atelian, il s'appelle. Il me dit « Écoute, Pépère, t'es dans la merde, hein. Bon, on va t'arranger ça. » Et ils m'ont installé les projos et tout ça, et je les ai fait mettre en rang d'oignon, tout bêtement. Melville s'est mis au milieu, une avec ses Ray-Ban, une sans ses Ray-Ban. Et j'ai fait une photo en contre-plongée. Comme dans la scène, il y avait des néons en haut, j'étais avec un 24 mm, je crois. Ça fait une super photo que je ne faut pas le dire dans un tournage, mais je la vends beaucoup et très cher. Bourvil était un monsieur extrêmement charmant et poli. Beaucoup le font par démagogie. Ventura dit « Salut Pépère, comment tu vas ce matin ?» Il te tutoie, tu l'as jamais vu, mais c'est ce que Bourvil poli. Alors je l'avais vu dans les films drôles et tout ça. D'un seul coup, j'ai vu un vieux monsieur. Et j'ai vu un monsieur qui marchait un peu voûté, comme ça, et qui était très discret, qui faisait peu de gestes. D'abord, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je crois qu'on lui a mis une perruque dans le film, parce qu'il était chauve à ce moment-là. Et dans le film, il a des cheveux. Quand il avait fini une scène, Melville le prenait par le bras et le reconduisait. Personne n'a fait allusion à ce qu'il était malade. C'était sur le plateau, personne n'en parlait, hein. Tu sais à qui m'a fait penser Bourvil?
Ça pas croire. Je suis sûr que j'ai raison. Humphrey Bogart. Dans Plus dur sera la chute. Bogart qui lui aussi souffrait d'un cancer. Et j'avais trouvé que tout d'un coup, il y avait l'ombre de Bogart derrière Bourvil. Je me demande même si André Bourvil n'y a pas pensé. La façon dont il bouge la tête, dont il est, pour une fois dans toute sa carrière, on a l'impression qu'il ne voulait pas terminer les scènes. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il revivait en tournant la scène, qu'il ne fallait pas dire couper. C'était lui couper sa vie. Le mur de l'Atlantique, c'est déjà un fantôme quand il tourne le mur de l'Atlantique. C'est plus lui qui est là. Métamorphosé par la maladie, ça ne l'empêche pas de faire un ultime pied de nez au destin, en livrant sa version de « Je t'aime moi non plus » de Gainsbourg. Ça Ça peut-être pas, mais ça, sûrement. Ah, tu parles de ça Il reprend ça avec Jacqueline Maillan, le disque s'appelle « Ça ». Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, il n'y a jamais la réponse à la question, mais on se doute assez fortement de ce que peut être ça. Et c'est un peu de la grosse farce. Ça fonctionne bien. À l'époque, en plus, ça a bien fonctionné. Gainsbourg était partie prenante de l'opération, puisque c'était son texte, sa musique. Et donc, il fallait son accord. Et il est venu dans le studio dans lequel je me trouvais, parce qu'à l'époque, mon père était malade, j'ai un peu servi de chauffeur. Et donc, moi, j'ai accompagné et j'ai vu arriver Gainsbourg. Avec Birkin, d'ailleurs. Et ils trouvaient ça... Ils ont trouvé ça pas trop mal. Quand il a fini son travail, eh bien, très rapidement, la maladie va empirer et il meurt en septembre 1970. 40 ans quand même, 45 ans que je travaille sans Bourvil. Vous vous rendez compte le nombre de films qu'il aurait pu faire de moi? Non, s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui. Il va durer, Bourvil. Voilà, les jeunes générations vont revoir ce personnage. Donc j'aime pas trop ce dernier mot, mais bon, je pense que c'est une vie magnifique et beaucoup trop courte. C'est une vie réussie, c'est une vie équilibrée. Vous savez, on dit toujours que c'est tellement difficile, le succès, que c'est tellement difficile, la célébrité. Voilà, c'est quelqu'un qui avait maîtrisé ça magnifiquement, qui avait une vraie vie de famille, une vraie joie de vivre. Tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. C'était un homme qui respectait tout le monde. Et ça, quel que soit le rang social, il a toujours, jamais, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais jamais la célébrité ne lui est montée à la tête. Il n'a jamais pris vulgairement le melon. Tout ça, lui, ce qui lui plaisait, c'était de travailler, de jouer, de faire rire parfois, de faire pleurer, mais de jouer. Ça, c'était son bonheur le plus complet. Et peu lui importait les honneurs, tout ça, ça lui était égal. Il voulait vivre confortablement de son métier, mais il ne courait pas après l'argent. Pour ça, il avait une espèce de santé mentale qui est enviable. Et il avait aussi une autre qualité, c'était dans toutes circonstances, il trouvait du comique dans le tragique et du tragique dans le comique. Et c'était aussi une de ses grandes qualités. Gervaise, la nièce de Bourvil, se souvient des étés passés en famille avec lui. Voilà la maison, le jardin, on respirait l'air pur le soir. Fallait faire une promenade après dîner.
Il fallait entretenir son corps et respirer l'air pur de la campagne, je pense. Et de là, on voit bien. Elle retrouve les Amis de Bourvil, une association qui entretient la mémoire du comédien. Les Amis de Bourvil se réunissent parfois dans le café, qui fait aussi épicerie de la commune, où la photo de l'acteur sera toujours affichée quelque part. Les Amis de Bourvil voient grand. Ils ont reproduit La Grande Vadrouille grandeur nature et s'apprêtent à faire de même avec d'autres films dans lesquels a joué Bourvil. Pour Gervaise, échanger des souvenirs sur son oncle avec eux, c'est le faire vivre encore, entretenir sa mémoire. Elle se souvient des moments dans la maison de famille. Elle se souvient aussi qu'il lui a appris à nager, sur cette plage de Saint-Aubin, où elle se rend encore presque quotidiennement. Il nous apprenait aussi à découvrir la nature, à apprécier les choses. C'était un tonton plein de bonheur. Autour de lui, chaque été, toute la famille se réunissait. C'était quelqu'un de très important. Voilà. Tous les étés, c'était magique quand il revenait. Bourvil. Cet acteur immense est resté dans le cœur des Français, car c'était un homme vrai, authentique.